Je vous remercie d'avoir invité notre confédération syndicale à participer à vos débats. Je crois que c'est une première et nous y voyons avec satisfaction le signe de la préoccupation croissante du rapprochement entre professionnels de santé et parties prenantes. Parties prenantes que sont bien évidemment les personnes atteintes d'un cancer, mais aussi les salariés exposés à des facteurs de risque spécifiques liés à leur carrière professionnelle et leurs représentants dans les entreprises qui ont à gérer les questions de santé et des conditions de travail. Il est heureux de constater que la dégradation de la santé du fait du travail n'est plus considérée comme inhérente au destin social des salariés et que la survenue du cancer 15, 20, voire 30 ans après l'exposition ne représente plus une menace ayant un caractère abstrait. Le fait que l'exposition aux cancérogènes ait été enfin reconnue dans la loi sur la réforme des retraites, grâce au compte pénibilité qui se met en place, comme un déterminant devant conduire à une compensation en raison de son impact sur l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, vient conforter cette évolution de prise de conscience par la société. J'interviendrai sur 4 enjeux importants qui sont 1. L'ampleur de l'exposition aux cancérogènes professionnels, le manque de données concernant la part des cancers attribuables aux facteurs de risque professionnel, la difficulté pour un salarié à faire reconnaître un cancer d'origine professionnelle et enfin la question de la discrimination et du maintien dans l'emploi des personnes atteintes d'un cancer en milieu professionnel. Sur l'exposition aux facteurs de risque professionnel, il est quantifié en France depuis 1994 par l'enquête SUMER, surveillance médicale des expositions au risque, diligentée par le ministère du Travail, dont je pense que M. Combrexel nous parlera, et soutenue dès son origine de façon constante par la CFDT. Les résultats de la dernière enquête de 2010 font état d'une baisse relative de 3% des expositions entre 2003 et 2010, d'une progression de la prévention individuelle, mais d'une stagnation de la prévention collective. 10% des salariés, soit environ 2,2 millions de salariés, restent exposés à un ou plusieurs produits cancérogènes. L'intensité de l'exposition est estimée forte ou très forte dans 10% des situations. Les ouvriers et les salariés travaillant dans des activités de maintenance ou dans les secteurs de la construction sont les plus concernés. Les expositions sont plus fréquentes et c'est très inquiétant chez les jeunes. Cette exposition subie par les salariés pose plusieurs problèmes. 1. Leur manque d'information. Il est majeur. Même s'il existe depuis les années 1970 des dispositions obligeant les employeurs à informer les salariés. Même si les organismes de prévention se sont mobilisés dans le cadre des plans santé-travail mis en place depuis 2004, à la suite de la condamnation de l'État dans l'affaire de l'amiante. Le deuxième problème, c'est les difficultés et la réticence, voire plus, pour certaines d'entre elles, les difficultés des entreprises à évaluer le risque. En témoigne le résultat des contrôles effectués par l'inspection du travail et les CARSAT et les remontées de nos équipes syndicales qui montrent encore qu'une minorité des entreprises utilisant des agents cancérogènes, mutagènes ou protoxiques procèdent à une évaluation des risques d'exposition de leurs salariés. Ainsi, les fiches d'exposition individuelle des salariés, en vigueur depuis la fin des années 90, qui doivent servir dorénavant à alimenter le compte de prévention pénibilité, n'étaient établies en 2006 que dans moins de 20% des établissements. Le troisième problème, c'est l'inégalité sociale de prévention face aux facteurs de risque. Les situations les plus dégradées concernent les petites entreprises, celles qui n'ont pas de CHSCT, qui ne bénéficient pas d'une présence syndicale, qui ne peuvent pas être réellement suivies par les services de la CARSAT ou de l'inspection du travail, qui assurent en sous-traitance les activités de maintenance ou de réparation et qui sont particulièrement exposées à prendre en charge les risques qui ne sont plus assumés par les grandes entreprises. Un tel constat renforce notre revendication pour la mise en place d'une représentation des salariés dans le tissu des PME. Les organisations syndicales, en effet, participent à la prise en charge du risque cancer professionnel en favorisant la participation active des salariés à leur prévention,
notamment en replaçant celles-ci au niveau le plus concret de leur travail et de son organisation, évitant ainsi que la prévention ne soit plaquée de façon purement extérieure, en méconnaissant leur réalité professionnelle. Deuxième enjeu, c'est le manque de connaissances concernant le nombre de cancers attribuables aux facteurs de risque professionnels. Les politiques publiques, hors la sphère professionnelle, en matière de prévention des cancers, sont axées principalement sur les risques comportementaux, tabac, alcool, en raison de leur forte corrélation avec l'incidence des cancers. Les facteurs professionnels font l'objet d'une moindre recherche et les connaissances méritent d'être approfondies. Par exemple, pour la part de cancers attribuables aux facteurs de risque d'exposition professionnelle, ont été calculés pour la première fois en France en 1999 à partir de données françaises pour certains cancers et estimés pour d'autres en 2003 et 2005 à partir de données internationales. Et données qui servent encore à ce jour de base de calcul à la commission chargée d'évaluer la part des affectations d'origine professionnelle afin de réguler les équilibres financiers entre branches de l'assurance maladie. Ainsi, depuis 2005, la fourchette de pourcentage de cancers attribuables aux facteurs de risque professionnel retenus est de 3 à 6 %, ce qui représente, en prenant en compte l'indice de mortalité par cancer chez l'homme en 2005, 5 600 à 11 000 cas pour l'ensemble des salariés, soit une fourchette de 4 200 à 8 300 cas pour le régime général. En comparaison, le nombre de cancers reconnus en maladie professionnelle au régime général de la sécurité sociale entre 2008 et 2012 reste faible, évoluant entre 1 676 et 1 962 cas. Cette situation n'est pas acceptable pour nous. Il convient, d'une part, d'élargir le champ des cancers reconnus en maladie professionnelle, qui n'évoluent plus depuis plusieurs années, certains arguant de leur origine multifactorielle, d'autre part, de faciliter le parcours administratif de reconnaissance de leur maladie par les salariés. Troisième enjeu, c'est la difficulté pour un salarié de faire reconnaître un cancer d'origine professionnelle. La sous-reconnaissance des cancers professionnels tient pour beaucoup à la sous-déclaration des maladies professionnelles par les victimes. La relation avec l'origine professionnelle de ces maladies, qui surviennent le plus souvent alors que les personnes sont en inactivité, est difficile à faire pour celles-ci. Ceci d'autant plus que parmi les médecins, le réflexe de chercher une relation entre un cancer et une exposition professionnelle reste encore insuffisant. Dans cet esprit, la CFDT s'est investie, par exemple, dans le cadre de l'ORST de Lorraine. Alors, ORST, c'est l'Observatoire régional de santé au travail des partenaires sociaux, à l'ORST de Lorraine pour promouvoir la mise en place du projet CERCAN, cellule d'évaluation des risques cancérogènes professionnels en Lorraine. Cet outil accessible par Internet permet à tout salarié ou employeur de retracer en fonction des métiers exercés et des activités exercées, de lister les expositions aux cancérogènes professionnels. Elle a par ailleurs beaucoup insisté sur la mise en place du compte pénibilité. Outre son intérêt en matière de prévention et de compensation, c'est un outil de traçabilité. L'outil de traçabilité de ce dispositif va permettre de conserver les historiques des expositions professionnelles individuelles des salariés. Pour l'anecdote, il y a plus de 30 ans, la CFDT avait proposé et réalisé un carnet d'exposition aux risques professionnels, sans succès. On avait certainement eu raison trop tôt. Et pour la petite histoire, il en reste des stocks dans nos caves. Quatrième et dernier point, c'est la question des discriminations et du maintien dans l'emploi des personnes atteintes d'un cancer en milieu professionnel. Tout d'abord, nous sommes très vigilants vis-à-vis de l'éventuel usage de tests génétiques permettant de dépister une susceptibilité individuelle au développement d'un cancer en lien avec une exposition professionnelle. Le principe de non-discrimination en raison de l'état de santé renforcé par les lois sur la bioéthique figure dans plusieurs dispositions du Code du travail et du Code pénal et empêche une telle pratique. Il n'est toutefois pas exclu
que les avancées scientifiques conduisent certains à reposer la question de la pertinence de l'examen des caractéristiques génétiques dans le cadre de la médecine du travail pour prévenir un cancer professionnel. Les antécédents d'affections cancéreuses ne représentent plus un motif réglementaire absolu d'inaptitude médicale à un emploi. C'était le cas, par exemple, jusqu'en 1983 pour l'accès au statut de fonctionnaire. Il n'en reste pas moins que persiste toujours une grande réticence de la part du corps médical à déclarer apte un candidat à l'embauche ayant présenté un cancer. Notre organisation s'investit pour favoriser le maintien dans l'emploi d'une façon générale et plus particulièrement pour les salariés atteints d'une maladie grave ou chronique ou en situation de handicap. Elle a plaidé lors de la dernière grande conférence sociale pour que soit ouvert un grand chantier sur ce thème et on ne désespère pas un jour d'être entendu. Nous observons en effet une très grande méconnaissance et une très faible application des dispositifs permettant aux personnes concernées de concilier leur emploi avec leur état de santé. Qu'il s'agisse de l'autorisation d'absence pour maladie grave reconnue, comme telle par la sécurité sociale, de l'aménagement de poste ou du temps de travail, ou encore du mi-temps thérapeutique. En effet, l'engagement des entreprises à participer à la gestion du handicap et de la longue maladie reste une question ouverte en France. Les politiques publiques du maintien dans l'emploi se sont appuyées à l'origine sur des acteurs externes à l'entreprise. Et elles peinent à associer collectivement les acteurs de l'entreprise pour développer des solutions suffisamment intégrées et pragmatiques pour répondre aux difficultés des employeurs et des salariés. Le retour à l'emploi des salariés ayant eu un cancer s'inscrit dans cette réticence globale des entreprises, ceci d'autant plus en période de crise où la notion de productivité est aiguë. Les cancers sont des pathologies dont les symptômes et séquelles sont souvent peu visibles, ce qui diminue les possibilités de reconnaissance immédiate et explicite de la diminution des capacités de la personne par le collectif de travail. Par ailleurs, compte tenu des représentations dont le cancer reste porteur, les salariés concernés tendent à passer sous silence leur maladie, par peur d'être stigmatisés vis-à-vis d'une altération de leur productivité individuelle. On parle de plus en plus de désinsertion professionnelle, car on constate que les vraies questions liées à la prise en compte de la situation de la personne concernée ne se posent pas à la reprise du travail, mais souvent commencent à arriver 6 mois après cette reprise. Je vais conclure en élargissant mon propos. La question de la santé au travail, aux conditions de travail, vous ne trouverez pas un politique, et surtout pas un ministre du Travail, mais ni un représentant patronal, ni un représentant syndical, qui ne vous dira pas que ça ne doit pas être une priorité du dialogue social. Mais c'est une priorité qu'on oublie souvent qu'elle est prioritaire. Surtout lorsque nous traversons des moments difficiles, comme en ce moment les crises économiques, financières, qui ont des conséquences sur l'emploi. Alors il est certes évident que la priorité, c'est l'emploi, et je fais partie d'une organisation qui le revendique et que tout doit être fait dans ce domaine, mais c'est un enjeu pour nous aussi de faire valoir les questions de santé au travail, car il serait absurde de vouloir opposer l'un ou l'autre, ou de considérer à un moment donné que les efforts faits d'un côté, il y aurait un système de vases communicants, ce n'est pas le cas, et que dans la période, il nous semble qu'il y a des opportunités à saisir. J'ai fait allusion au compte de prévention pénibilité, j'aurais pu faire allusion aussi à l'accord sur la qualité de vie au travail, et je crois qu'il y a des autres questions aussi qui nous interrogent. Vous avez fait allusion, madame, à l'allongement de la durée de vie au travail, évidemment, ça repose un tas de questions. Je crois qu'on a une responsabilité en tant que partenaires sociaux, une responsabilité collective à assumer, et soyez-en certains, la CFDT est prête à le faire. Je vous remercie.